Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Une visite qui couronne les avancées qualitatives du Bénin en termes de santé et de droits sexuels et reproductifs. La directrice générale de la Fédération internationale pour la planification familiale est à Cotonou. Elle était au siège de l'ABPF pour une séance de travail statutaire dans les associations membres. Les abus sexuels, la corruption, des bonnes mœurs et d'autres déviances de plus en plus prononcées dans la société font de la peur des parents réticents à envoyer leurs enfants en vacances ailleurs. Ces interrogations légitimes ne doivent noyer les avantages de cette excursion de l'apprenant dans un autre cadre familial et social, appréhension et avis de spécialistes à suivre. Attention à ces variétés d'ignames déconseillées pour les organismes d'un niveau de glycémie donné. Conseil nutrition aux personnes vivant avec le diabète dans cette édition sur le risque d'augmentation considérable du taux de sucre avec un diététicien. La directrice générale de la Fédération internationale pour la planification familiale effectue une visite de 48 heures au Bénin. Maria Antonieta Alcalde Castro était au siège de la BPF, Association béninoise pour la promotion de la famille. La visite intervient dans le cadre du renforcement des relations entre l'IPPF et ses associations membres. Elle permet aussi de mettre en lumière les avancées remarquables enregistrées par le Bénin dans le domaine de la santé et des droits sexuels et reproductifs. Esther Tofa et Elvis Tonoucoin pour Le Point. Plusieurs séances de travail ont meublé cette visite de la directrice générale de la Fédération internationale pour la planification familiale, en abrégé IPPF, au siège de l'Association béninoise pour la promotion de la famille ABPF. Elle s'est entre autres entretenue avec les membres de la gouvernance de l'ABPF, le staff et avec les jeunes du mouvement d'action des jeunes mages. L'ABPF non seulement essaie de satisfaire les besoins des populations du Bénin, mais prend le temps d'identifier, de diagnostiquer et de trouver des services adaptés aux besoins des communautés. J'ai été sidérée de discuter avec les mages, donc le mouvement d'action des jeunes, et de voir que ce mouvement de jeunes est vraiment porté par des jeunes qui ont une forte vision, une belle vision et qui essayent au quotidien d'impacter véritablement les communautés béninoises. Elle a saisi l'occasion de sa présence au siège de l'association pour effectuer une visite des installations de la clinique, une visite dont elle s'est dite satisfaite. La partie la plus intéressante de mon travail en tant que directrice générale de IPPF, c'est de pouvoir visiter les cliniques, de toucher du doigt les réalités, mais les services que nos associations membres, telles que ABPF, fournissent au quotidien. Visiter cette clinique-là de l'ABPF, j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'ai vu ce qu'ils apportent au quotidien aux communautés, j'ai vu tout le plateau et j'ai adoré. J'aurais été au Bénin, que je pense que moi-même je serais patiente, cliente de cette clinique-là. Le séjour de Maria Antonieta Alcalde Castro, directrice générale de l'IPPF et sa délégation, a pris fin par plusieurs audiences, dont une avec la vice-présidente de la République. À Toribocito, de nombreux jeunes font le choix des métiers techniques et artisanaux pour construire leur avenir. Avec l'examen de qualification au métier, le CQM, ces apprentis artisans bénéficient désormais d'une reconnaissance officielle de leur savoir-faire par l'État. Dans plusieurs ateliers de la commune, les effets de l'institution de cette forme d'évaluation sont positifs. La réforme est bien accueillie. Teddy Goudalo. Dans cet atelier de couture situé à Toribocito, dans le département de l'Atlantique, Monique a déjà cumulé 2 années d'apprentissage. En pleine discussion avec l'un des responsables de sa fêtière, elle évoque sa participation au prochain examen de qualification au métier. Je m'apprête à aller à l'examen du CQM. Je m'exerce sur la base des notions acquises et surtout sur les nouveaux modèles. Pour elle, le CQM représente bien plus qu'un simple diplôme. C'est une étape décisive vers la reconnaissance professionnelle et l'espoir de s'affirmer pleinement dans son métier. J'ai déjà cumulé 2 années d'expérience. Je ne suis plus à l'étape d'une débutante. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de faire des coutures dames et hommes.
Aujourd'hui, les apprentis passent un examen pour pouvoir obtenir leur diplôme auprès de l'État. Nous, les patronnes, nous ne sommes plus impliqués. Les apprentis doivent avoir un certain niveau dans le métier avant qu'on ne les présente à un examen. Les expériences ont prouvé que les apprenants ne prennent plus au sérieux le travail. Depuis l'intensification de cet examen, de nombreux jeunes artisans voient leur parcours prendre une nouvelle dimension. Le certificat obtenu leur ouvre des portes, accès à des marchés plus importants, crédibilité auprès des clients, possibilité d'obtenir des financements ou même de former à leur tour d'autres apprentis. Le CQM est une fierté pour moi. J'ai commencé mon apprentissage en 2022. En 2025, j'ai passé l'examen du CQM et je suis admise. La même année, j'ai ouvert mon atelier. Pour les responsables des artisans de la localité, le CQM contribue à structurer davantage le secteur et à valoriser les métiers techniques longtemps perçus à tort comme des voies secondaires. Ici, à Toribosito, cet examen apparaît comme un véritable levier d'insertion socio-professionnelle. Nous sommes en vacances, les apprenants passent cette période dans leur maison ou dans des familles d'accueil loin de leurs parents. Malgré les risques y afférents, passer les vacances en dehors de son cadre de vie habituel enrichit la culture et l'éducation des enfants. C'est un précieux élément de socialisation des plus jeunes. Pourtant, les parents craignent assez cette option, comme on va le voir dans ce reportage de Virgile Arroder. Après une année scolaire bien accomplie, les enfants méritent de bonnes vacances. À l'image de ces derniers qui jouent dans la cour de leur école, beaucoup d'enfants passent souvent ce moment de repos auprès de leurs parents. D'autres, par contre, préfèrent aller chez un oncle, chez une tante ou carrément dans une autre famille d'accueil. Ce séjour de quelques semaines passées en dehors de leur cadre de vie habituel apporte indubitablement aux enfants un plus en termes de connaissances, d'apprentissage et bien évidemment de découverte. Le fait d'envoyer son enfant en vacances après une année scolaire permet à l'enfant d'apprendre à s'adapter à un autre cadre, de se dépasser pour se dire, même si mes parents ne sont pas là, je peux le faire. Permet également à l'enfant de sociabiliser et de découvrir d'autres cultures. Pour les parents, s'assurer que l'enfant, une fois dans la famille d'accueil, sera sécurisé, aura le même amour, la présence émotionnelle, spirituelle et psychologique requise n'est pas toujours une évidence. L'inquiétude et la peur s'installent quand il y a le moindre doute sur la capacité de la famille d'accueil à prôner les mêmes valeurs d'écoute et de respect chères à la famille d'envoi. Nombre de parents développent dès lors une certaine réticence et finissent même le plus souvent par être défavorables à l'idée d'envoyer leurs enfants en vacances, un peu comme Rebecca. Personnellement, depuis mon enfance, j'aime pas aller en vacances. Avec ce qui se passe actuellement, même dans nos familles, il y a des gens qui développent de sales caractères. Supposons que la personne ne t'aime pas. Quand tu lui as envoyé ton enfant, peut-être que tu avais fait quelque chose, même sans savoir, et la personne va profiter pour déverser sa colère contre ton enfant. En dehors de ces cas de règlement de compte et de méchanceté interne aux familles, il y a aussi le phénomène des attouchements sexuels, dont les filles notamment font de plus en plus l'objet pendant les vacances. Aujourd'hui, c'est dur de le dire, mais beaucoup d'enfants subissent des viols, des attouchements sexuels lors des vacances. Donc ça comporte beaucoup de risques également, mais pas que le viol. Il y a des enfants, par exemple, qui apprennent la jalousie, le vol, l'esprit de rivalité lors de ces vacances-là. Alors que peut-être de base, ils sont nés dans des foyers dont les valeurs sont l'authenticité, la vérité, le respect de soi. Offrir de belles vacances à un enfant qui a été brillant au cours de l'année scolaire n'est pas mauvais en soi. Mais entre le désir d'évasion et de distraction des enfants et leur éducation, le choix des parents,
est sans équivoque. Abomey-Calavi s'apprête à accueillir en week-end le congrès EC régional de l'aventure de l'âme 2026. Vivre votre raison d'être spirituelle est le thème de l'événement. La thématique a été expliquée aux professionnels des médias en conférence de presse. Le conférencier principal, invité pour la circonstance, parle des surprises réservées aux participants les 21, 22 et 23 août prochains. Voici le compte-rendu d'Ulrich Kaba. Au-delà de nos carrières et de nos responsabilités quotidiennes, existe-t-il une raison d'être plus profonde? C'est autour de ce questionnement que s'ouvre ce vendredi 21 août 2026 le congrès EC régional de l'aventure de l'âme au Bénin. Beaucoup de gens pensent, à tort, que la raison de notre vie ici-bas est de manger, de faire des enfants, de gagner sa vie, de gagner de l'argent. Notre présence ici-bas a une raison spirituelle. Parce que la vie matérielle est normalement une conséquence de la vie spirituelle. Face à la presse, le conférencier principal de l'événement, fort de plus de 49 ans de pratique spirituelle, met l'accent sur l'amour et le respect des lois spirituelles. Et Kanka insiste beaucoup sur ce fait-là, que en donnant, nous grandissons en conscience. Et le congrès EC de l'aventure de l'âme, avec les causeries, les ateliers, les diverses autres activités auxquelles les personnes vont participer, va donner à chacun l'occasion de réaliser qu'il est plus que ce qu'il croit être. Pour les organisateurs, l'objectif est d'offrir aux participants un espace d'échange sincère fondé sur les enseignements EC. Beaucoup de personnes qui ne se connaissaient pas en tant qu'âme vont découvrir leur véritable raison de vivre. Placés sous la supervision spirituelle de Sri Dokonen, Mahanta et maître EC vivant, chef spirituel des Kankar, ces 3 jours de congrès s'articuleront autour de diverses sessions thématiques adaptées à toutes les tranches d'âge. Une opportunité pour tous les chercheurs et amoureux de la vérité de découvrir la voie de la liberté spirituelle. Toutes les ignames ne se valent pas face au sucre dans le sang. Selon les variétés, l'indice glycémique de l'igname peut varier du simple au double, une donnée essentielle pour les diabétiques, mais aussi pour toute personne soucieuse de son alimentation. Gide Yetognon, spécialiste en alimentation et diététique, nous aide à y voir plus clair. Il intervient ici au micro de Esther Tofa et Jocelyn Bariga. Il faut dire que l'igname possède généralement un index glycémique modéré qui se situe autour de 50 à 70 selon les variétés et les modes de cuisson. À titre de comparaison, la pomme de terre présente souvent un index glycémique plus élevé, pouvant atteindre 70 à 80 selon la préparation. Le manioc, quant à lui, possède également un index glycémique souvent élevé, surtout lorsqu'il est très cuit ou transformé. Cela signifie qu'en règle générale, l'igname provoque une augmentation de la glycémie moins importante que le manioc ou certaines préparations de pommes de terre. Il existe effectivement des différences entre les variétés d'igname que nous consommons généralement au Bénin. Alors, certaines contiennent davantage d'amidon, d'autres sont un peu plus riches en fibres ou présentent une texture différente. Et ces caractéristiques peuvent influencer la vitesse à laquelle les glucides sont digérés et absorbés dans l'organisme. Certaines variétés plus farineuses peuvent entraîner une augmentation plus rapide de la glycémie. Cependant, dans la pratique, cette différence reste moins importante que la quantité d'igname consommée. Le mode de cuisson choisi et les aliments qui l'accompagnent également dans l'assiette sont à considérer. Voilà pour ce conseil nutrition. On parle sport maintenant dans cette édition. Les équipes en compétition à la Ligue nationale scolaire connaissent leurs adversaires. Le tirage au sort s'est déroulé à Cotonou en présence de plusieurs autorités sportives. La relève sportive béninoise a rendez-vous à Abomey du 22 au 29 août au stade Goro précisément. Une compétition qui va mettre aux prises les meilleurs jeunes talents, scolarisés ou non, des 12 départements dans 5 disciplines sportives. Voici le compte-rendu.
Les 12 départements du Bénin connaissent désormais leur adversaire pour la Ligue nationale scolaire prévue du 22 au 29 août au stade Goro d'Abomey. À la différence du championnat scolaire, cette compétition réunit les meilleurs jeunes talents issus des départements. Une véritable vitrine de détection destinée à alimenter les différentes catégories d'âge des sélections nationales. Si nous arrivons à organiser ces compétitions-là, c'est pour mettre plus les enfants en compétition, en jambes, et pouvoir avoir une équipe nationale scolaire, d'accord, dans chaque discipline, et pouvoir représenter nos pays dans les compétitions régionales, les compétitions internationales. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont dans le circuit scolaire, qui participent au championnat scolaire. Il y a ceux qui ne participent pas au championnat scolaire, mais qui sont des jeunes couturiers ou jeunes tailleurs ou déscolarisés, qui ont fait leur compétition dans lesquelles on les détecte. Pendant une semaine, 5 disciplines seront sous les projecteurs. Football, basketball, handball, volleyball et athlétisme. Au-delà de la performance sportive, l'organisation mise également sur un encadrement adapté et des dispositions sécuritaires pour assurer la protection des jeunes athlètes. Les marraines, comme leur nom l'indique, sont là pour protéger ces enfants, pour les accompagner. Donc, si vos enfants vous ont quitté, sachez qu'ils sont dans de bonnes mains. Pour ce qui est des garçons, il y a les coachs qui sont déjà comme des tuteurs, qui sont comme les protecteurs de ces jeunes-là. Donc là, les parents n'ont pas de quoi à s'inquiéter. Du 22 au 29 août, Abomey devient ainsi le théâtre d'une nouvelle bataille sportive, celle où les talents d'aujourd'hui tenteront de décrocher leur place parmi l'élite sportive béninoise de demain. Le prochain président de la Fédération béninoise de football est assurément Marcelin Bokovet, unique candidat en lice à la succession de Mathurin de Chacus. Il porte la liste Ensemble Visons Plus Haut, validée par la commission électorale. L'Assemblée générale élective est prévue pour le 25 août prochain, mardi donc. À quelques jours du renouvellement du bureau exécutif de la FBF, on découvre le parcours du prochain président de la fédération et les ambitions de sa liste pour la mandature 2026-2030. Il est resté dans la maison tel un enfant docile. Dans l'ombre des résultats du travail acharné, Marcelin Bokovet a su tracer son chemin au plan national comme au sein des instances internationales et aujourd'hui il lève la main pour servir, consolider et ouvrir de nouveaux horizons au football béninois. Pour nous autres qui avons travaillé à ses côtés, de dire que c'est un homme qui a le sens d'écoute. Quand vous allez le voir pour un dossier, il vous écoute. Il a envie de savoir ce que vous pensez d'abord. Après, il vous dit, lui, sa perception. Pour lui, il faut rassembler. Un rassembleur. C'est un homme de terrain. Marcelin Bokovet est ingénieur génie civil. Il a travaillé dans diverses entreprises au Bénin, notamment l'Agence d'exécution des travaux urbains. Ayant occupé le poste de directeur général adjoint de l'AGETUR, il a eu le privilège de piloter de nombreux projets d'infrastructures publiques, dont les voiries urbaines, d'assainissement et de plusieurs infrastructures socio-communautaires. Plusieurs chantiers qui ont façonné le visage de nos villes et qui accordent du crédit à sa capacité à piloter des projets complexes dans le respect des normes. Au-delà du cadre professionnel dans le monde du football, il porte depuis 2011 la casquette de fondateur et président de l'équipe d'Asfo, club de première division depuis sa création. Il a par ailleurs été réélu en juillet 2026 président du club pour un nouveau mandat de 4 ans. Une confiance renouvelée en celui qui a fait de l'équipe une structure stable, compétitive et respectée au-delà des titres. Sous son leadership, l'équipe de l'Asfo est devenue une référence dans la vallée. Un club qui forme, qui rassemble et donne de l'espoir, mais qui se présente aussi comme un espace d'éducation et de cohésion. C'est une merveille d'Arus Dadé, Youssouf Aïdé de Nigérian, qui a prouvé la faille dans cette phase de réparation. En 2018, Marcelin Bokovet fait son entrée au comité exécutif de la Fêtière du football béninois sous la présidence de Mathurin de Chacus. En 8 ans, il a occupé des postes clés qui lui ont permis de comprendre les rouages de la gouvernance footballistique. Il a successivement occupé les postes de président de la commission d'homologation des compétitions, de président de la commission marketing et télévision et de responsable du suivi des projets d'infrastructure.
Des responsabilités qui lui ont permis de contribuer aux principales réformes qui favorisent la modernisation du football béninois ces dernières années. Mathurin Deschacus a misé sur la construction de beaucoup d'infrastructures. Je veux parler des centres de formation de football, je veux parler de la construction du siège des ligues, je veux parler de la réfection de bâtiments abritant le siège de la fédération, et ainsi de suite. Et donc, Marcelin Bokov était l'homme infrastructure, l'homme à qui Mathurin Deschacus avait confié, je dirais, la supervision de la construction de toutes ces infrastructures. Ensuite, c'est l'homme qui était en avant-garde, en tout cas par rapport à la négociation du contrat avec Celtis Bénin. C'était lui qui était en avant-garde pour la négociation de ce contrat-là. Le contrat avec Wanis Betty, c'était toujours lui. Donc en gros, c'est l'homme qui a su apporter un dynamisme aux actions du président Mathurin. Bien au-delà des frontières nationales, Marcelin Bokov porte aussi la voix du Bénin dans les instances continentales et mondiales. Il a siégé pendant 5 ans à la commission des compétitions des jeunes de la Confédération africaine de football, où il a contribué à définir le cadre des compétitions qui forment l'avenir du football continental. Il est actuellement membre de la commission de la responsabilité sociale du football à la FIFA, une instance qui place le sport au service de l'inclusion, de la solidarité et du développement durable. Des postes qui témoignent de la reconnaissance de son travail et de sa crédibilité auprès des grands décideurs du football mondial. C'est pour montrer à quel point il a été réellement impliqué dans tout ce qui a été fait sous l'ère de Deschacus, que ce soit le premier mandat ou le deuxième mandat. Il a travaillé ces dernières années aux côtés du président Mathurin Deschacus, grâce à qui il a pu intégrer les hautes sphères du football mondial. Un homme qui maîtrise aussi bien les forces que les défis du football béninois. Aujourd'hui, il se propose en un véritable acteur, prêt à travailler avec rigueur en vue d'obtenir des résultats pour le rayonnement national et international du football béninois. Le premier défi qui attend de l'homme, c'est la finalisation et la mise en service du centre d'excellence de football des filles de l'Okosa. Le chantier est achevé à plus de 90%. C'est de faire en sorte que ce centre puisse ouvrir à la rentrée prochaine pour le bonheur des filles qui aiment le football. Le second défi, c'est faire en sorte que la régularité du championnat qui a eu ces 8 dernières années puisse continuer. Le troisième défi, c'est au niveau des équipes nationales. Pour moi, c'est quand vous succédez à quelqu'un comme Mathurin Deschacus, qui a eu 2 participations à la Coupe d'Afrique des Nations, une participation, bien sûr, ça rentrera dans son bilan, à la Coupe du Monde féminine U20, qui commencera en septembre, vous devez pouvoir faire mieux. Et faire mieux, c'est de restructurer davantage les équipes nationales et faire en sorte que ces équipes soient plus compétitives. Et l'autre défi que je pense à mon avis, c'est avoir davantage de sponsors. Et aussi, la plus grande attente, c'est au niveau des médias. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que la fédération béninoise n'a plus forcément cette bonne cote auprès des médias. Donc je pense que le président doit mettre un point d'honneur sur l'amélioration de la relation entre la fédération béninoise de football et les médias. Les défis sont grands et de divers ordres. Bien conscient de cela, Marcelin Bokov ne promet pas la lune, mais vient avec une vision qui repose sur la formation, le renforcement du professionnalisme et la transparence. Merci d'avoir suivi ce journal qui est maintenant terminé. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.